Salut! Alors je pense que vous serez nombreux à vous sentir concernés par la vidéo d'aujourd'hui, parce que je suppose que vous êtes nombreux à être conducteur ou conductrice. C'est mon cas, même si le passage du permis a été un petit peu laborieux pour moi, parce qu'il m'a fallu pas moins de 4 tentatives pour l'obtenir. En fait, j'étais tellement stressée que je faisais une faute éliminatoire par examen. Enfin bref, retournons à nos moutons. J'ai lu ce livre sur l'histoire des femmes et l'automobile, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, l'histoire des femmes et celle de l'automobile sont intimement liées dès le début. Et écoutez, j'espère que ce sujet va vous plaire. C'est parti! Alors c'est assez étonnant quand même de prime abord que les femmes, enfin du moins quelques pionnières, aient été présentes dans l'histoire de la voiture dès ses débuts, puisque s'il y a bien un domaine qui a vraiment écarté les femmes pendant longtemps, ce sont les transports. Dites-vous qu'il faut attendre 1906 pour qu'une femme obtienne le permis de cocher, donc pour conduire un fiacre. Elle s'appelait Madame Dufaux. Il a fallu attendre 1967 pour que Jacqueline Dubu devienne la première femme pilote de ligne. Et tenez-vous bien, il a fallu attendre 2004 pour que Sylvie Guedeville devienne la première femme conductrice d'un TGV, alors que le TGV avait été inventé déjà en 1981. Et la plus rocambolesque de ces pionnières, c'est Bertha Benz, le même Benz que dans Mercedes-Benz. Alors Bertha, moi je l'aime bien. Déjà, il faut savoir que c'est une personnalité attachante et en plus, c'est le premier être humain à avoir conduit une automobile sur un vrai trajet. Vous allez voir. Donc Bertha, née dans une famille de la bourgeoisie, elle est passionnée de sciences et de mécanique. À 15 ans, elle s'enfuit de chez elle pour aller vivre avec Karl Benz, un ingénieur désargenté mais rempli d'idées. Donc elle va travailler avec lui sur des prototypes de voitures à moteur. Et en 1886, Karl va équiper un tricycle d'un moteur. Sauf qu'en fait, ce prototype, il fait un petit peu peur, les gens n'osent pas trop l'essayer. Jusqu'au petit matin du 5 août 1888, quand Bertha va se dire « Et si j'allais voir mes parents qui habitent à 80 km de là ?» Et donc, elle va partir en catimini en prenant le tricycle à moteur. Alors le trajet fut compliqué, la machine est tombée plein de fois en panne, donc Bertha a dû la réparer, mettre les mains dans le cambouis, mais elle parvint chez ses parents, donc gros triomphe pour Bertha qui va gagner une petite notoriété et faire des émules parmi les femmes de la haute société qui vont faire de l'automobile leur nouveau loisir de prédilection. Alors forcément au début certains tentent de les en empêcher, mais en vain. Le préfet de Paris interdit aux femmes de passer le permis jusqu'en 1897. Les autres françaises devront attendre, elles, 1899 pour pouvoir passer le permis. Donc la première femme à passer ce fameux permis, c'est Anne de Rochechouart, qui le passe en 1898. Et fun fact, elle est aussi la première femme à être flashée pour excès de vitesse, puisque 2 semaines plus tard, elle est flashée à 15 km/h dans le bois de Boulogne, alors que la vitesse était fixée à 12. Et les femmes commencent même à investir le terrain des sports automobiles, puisqu'en 1901, Camille Dugast devient la première femme pilote. Alors bien sûr, il y a des critiques, comme à chaque fois j'ai envie de dire, mais gardez bien à l'esprit qu'à l'époque, dans la première moitié du XXe siècle, on ne critique pas leur manière de conduire, on critique juste le fait que, en gros, c'est pas féminin de conduire. Ça nous renvoie un petit peu à la vidéo sur les femmes et le pantalon, mais on ne les considère pas encore comme des sous-conductrices. Les adages comme femme au volant, accident, ça viendra bien plus tard, mais on reviendra dessus. Avant la guerre, l'automobile, c'est quand même un passe-temps pour femmes de la haute société. Avec la guerre, ça va se démocratiser, tout simplement parce que les hommes étant absents, c'est aux femmes de faire marcher l'économie à l'arrière, et elles ont besoin de conduire des voitures. C'est notamment le cas dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine sanitaire. On va voir par exemple des escadrons d'infirmières mobiles, qu'on va appeler les anges blancs, conduire des petites voitures, surnommées les petites Curie, parce que justement elles ont été imaginées par Marie Curie. Et même si à la fin de la guerre, on prie ces dames de retourner en cuisine, c'est trop tard. La voiture, c'est vraiment inscrite dans le décor et fait figure d'outil d'émancipation pour les femmes. Par exemple, en 1930, une journaliste du Figaro écrit « L'automobile sera non seulement la marque d'une époque, mais le symbole de la libération de la femme. Elle aura fait, pour briser ses chaînes, beaucoup plus que toutes les campagnes féministes et les bombes des suffragettes. Du jour où elle a saisi le volant,
Ève est devenue l'égale d'Adam. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec certains passages, mais c'est quand même très bien dit. Donc symbole que les femmes veulent aussi avoir leur mot à dire en matière d'automobile, en 1926 est créé l'Automobile Club féminin. Parce qu'en fait l'Automobile Club classique était réservé aux hommes. Enfin, est réservé aux hommes, je parle au présent, parce qu'aujourd'hui, en 2021, les femmes ne peuvent toujours pas intégrer l'Automobile Club. Un club très sélect qui refuse de coopter des femmes. D'ailleurs, les célébrités de l'époque, comme Joséphine Baker et la danseuse Isadora Duncan, s'affichent au volant de gros bolides. D'ailleurs, la pauvre Isadora, elle va mourir au volant, puisqu'en fait, elle avait une décapotable et surtout, elle avait une très longue écharpe. Et donc, un jour où elle pénétrait dans sa voiture, elle n'a pas remarqué que son écharpe s'est coincée donc, dans les roues de celle-ci. Et quand elle a démarré, elle a été projetée en arrière de manière si violente qu'elle est morte sur le coup. Et on voit quand même que le nombre de femmes détentrices du permis de conduire explose. En 1924, seulement 3% des permis sont donnés à des femmes. En 1939, ça passe à 23%, ce qui est une grosse progression franchement en à peine 15 ans. Et d'ailleurs, le sport automobile féminin atteint son apogée dans l'entre-deux-guerres. Depuis, on a régressé. Là encore, j'en toucherai deux mots un peu plus tard. Par exemple, en 1930, un équipage 100% féminin participe aux 24 heures du Mans. Il est composé de Marguerite Mareuse et d'Odette Sicot, et elle termine à la 7e place. Il s'en passe des choses à la sortie de la guerre. Déjà, le nombre de femmes qui conduisent continue d'exploser, mais vous allez voir, le corollaire, c'est que arrive le sexisme dans le domaine de l'automobile. Déjà, on va massivement sexuer les voitures. On va développer des modèles à destination des femmes, c'est le cas de la Mini en 59 ou de la 4L. On va aussi créer des accessoires pour rendre la conduite plus facile pour les femmes, comme la direction assistée, car on part du principe que ces dernières ont besoin d'aide pour conduire. Donc il va y avoir vraiment une grosse campagne marketing dessus, et ça va vraiment entrer dans les mœurs. Souvenez-vous, dans l'entre-deux-guerres, une Joséphine Baker s'affichait vraiment au volant de grosses voitures. On ne pensait pas du tout à l'époque que les femmes avaient besoin de voitures différentes en termes de puissance que les hommes. D'ailleurs, c'est à cette époque que les clichés commencent vraiment à se populariser. Et en tout cas, ce sexisme dans le domaine de la voiture va vraiment atteindre son pic dans les années 70, parce que c'est vraiment à partir de cette décennie qu'on va commencer à réifier, à chosifier la femme dans le domaine de l'automobile, notamment dans tout ce qui est salon. Par exemple, lors du London Motor Show de 1970, le stand PVR va faire la polémique parce que deux mannequins femmes totalement nus vont être engagés pour se coller aux voitures et ainsi attirer les journalistes et les chalands. Et ça va fonctionner, et ça va faire des émules, et dès lors on va commencer à avoir des femmes en petite tenue se promener entre les voitures dans les salons automobiles. Mais là on a beaucoup régressé, c'est vraiment dans le domaine du sport automobile, puisque à part Michèle Mouton, donc une conductrice de haut niveau dans les années 80, il n'y a pas eu vraiment de femmes à avoir participé à des compétitions au niveau mondial ou de haut niveau. Ces 20 dernières années, d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a pas eu une seule. Mais bon, les choses commencent à bouger lentement. Là, en janvier 2021, donc c'est tout récent, une jeune Belge de 16 ans, Maya Veug, a intégré l'école de formation de pilote de l'écurie Ferrari. Donc c'est la première fois qu'une jeune fille intègre cette école. Donc voilà, on espère que Maya va réussir à s'imposer dans ce domaine. Bon alors j'ai un petit peu baissé la caméra parce qu'entre-temps, pendant une petite pause, Gizmo est arrivé. Je ne pense pas que vous connaissez Gizmo. Donc en fait, il y a quelques années, j'ai passé un an en Chine, à Shanghai. Et un matin, je l'ai trouvé dans une rue alors qu'il avait 1 mois et demi, qu'il était rempli de colle. Je ne sais pas comment ce chaton a fait pour être rempli de glu. Voilà, du coup, je l'ai gardé et ramené en France. Donc voilà, c'est Gizmo. Bref, j'en étais où? Oui, dans les décennies de rattrapage. Donc en 1982, 47% des femmes ont le permis. En 1994, ça passe à 67%. Même si y a quand même des grosses disparités entre les CSP. Par exemple, seulement 30% des chômeuses de longue durée ont le permis, contre 92% chez les professions intermédiaires.
et les professions intellectuelles supérieures. Et depuis, ça a bien progressé, ça tend à s'équilibrer puisque sur 26 millions de conducteurs en France, il y a 11 millions de conductrices. Et aujourd'hui, 4 voitures sur 10 qui sont achetées le sont par des femmes. Et écoutez, on ne peut pas conclure cette vidéo sans démonter, grâce aux statistiques, quelques clichés, parce qu'il est grand temps de réhabiliter Simone et sa voiture. Donc en 2016, 67% des points qui ont été retirés à des automobilistes l'ont été à des hommes. 89% des conduites en état d'ivresse ont été faites par des hommes et 88% des homicides involontaires sur la route sont l'œuvre des hommes. Donc voilà, le cliché femme au volant, accident, il a bien vécu. Et qu'on ne me dise pas que c'est parce que les hommes conduisent plus que les femmes, donc il y a plus d'accidents. Ça, c'était le cas dans les années 90, jusqu'aux années 90, mais aujourd'hui, en fait, on voit que ça s'est vraiment équilibré. Alors, je ne parle pas, bien sûr, des conducteurs professionnels comme les poids lourds, chauffeurs de bus, ça c'est encore autre chose, mais pour les trajets quotidiens, aller à son bureau, faire ses courses, aller en vacances, on voit que le compteur kilométrique des femmes et des hommes est vraiment tend à devenir beaucoup plus similaire et ça explique pas ces grosses différences de statistiques. Donc voilà, quelques mots sur le livre, si Gizmo me le permet. Donc, la véritable histoire de la femme et l'automobile de Serge Belloux. En fait, j'ai bien aimé ce livre. Bon, déjà, c'était une surprise parce que quand je l'ai commandé, je pensais pas que ce serait un beau livre. Voilà, je sais pas si on verra très bien en vidéo. D'habitude, j'aime pas trop ce type de livre parce que moi, j'avoue que je suis pas très sensible aux photos, je suis plus sensible au texte. Mais en fait, comme vous pouvez le voir, c'est très bien équilibré, il n'y a pas trop de photos. En plus, je suis pas une grande fan du milieu automobile de base, donc j'avais peur de m'ennuyer. Mais en fait, pas du tout. L'auteur a vraiment très bien expliqué. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce positif. Ça fait toujours hyper plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et avec Gizmo qui est de très mauvaise humeur, on vous dit à bientôt.